LBD. La base décide. La base diffuse. Bonjour, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Aujourd'hui, c'est moi, Alicia de Sud Éducation 93, qui vous présente le programme. On commence l'émission avec la polémique autour des nouveaux programmes de maternelle. Ensuite, on fera un zoom sur la grève du 26 janvier autour de la question des salaires et on laissera la parole aux AED pour qu'elles et ils vous parlent de leur mobilisation en cours. Enfin, on répondra à la question qui est sur toutes les lèvres. Le devoir de réserve, légende ou réalité ? Bienvenue dans la première émission de Sud Éducation, à partager sans modération. Alors je suis maintenant avec Benjamin de Sud Éducation Paris et avec Nathalie, enseignante en maternelle. Benjamin, tu voulais nous parler de la polémique autour des programmes de maternelle. Alors oui, le 1er septembre 2020, Jean-Michel Blanquer a demandé au Conseil supérieur des programmes de plancher sur l'école maternelle, en précisant que le CSP devait travailler en complémentarité avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale, présidé par Stanislas Dehaene, grand ami de Blanquer et pape des neurosciences. Le CSP a rendu sa copie en décembre 2020 dans une note d'analyse et de proposition sur le programme d'enseignement de l'école maternelle. Nathalie, professeure des écoles à Paris, a lu pour nous les 50 pages de cette note. Bon alors, 50 pages, on n'appelle plus ça une note, mais bon, effectivement, je me la suis fadée. Alors, je vais vous faire grâce de tout le blabla pour retenir les deux grosses tendances. De plus en plus d'évaluation et de moins en moins de liberté pédagogique. Pas étonnant. Sans prendre de pincettes, le CSP déroule le tapis rouge à Stanislas Dehaene et renvoie sans arrêt aux 2 guides et 3 notes de service publiées par le ministère pour formater les enseignements. Et le CSP recommande systématiquement de calquer les enseignements de maternelle sur les attendus des évaluations de CP. J'ai récupéré 2 citations qui me semblent particulièrement parlantes. Dès l'âge de 3 ans et dans de nombreux domaines, les enfants disposent de compétences qu'on peut mesurer et dont on peut indiquer les jalons de progression ainsi que les attendus à la fin de l'école maternelle. Deuxième citation. Dès la moyenne section, il est possible de s'inspirer des exercices proposés lors de ces évaluations pour structurer certains apprentissages. Bref, l'école maternelle qu'on connaît actuellement, c'est une école de l'épanouissement, des découvertes, de l'expérimentation, de la coopération. Avec les propositions du CSP, le seul objectif, ce serait de préparer les élèves au CP. Une sorte d'école préparatoire à la classe préparatoire, tout comme l'école primaire est une préparation au collège, le collège une préparation au lycée, le lycée une préparation au monde du travail, bref, dès notre naissance, toute la vie est une préparation à la maison de retraite. Et quand est-ce qu'on sera fixé alors sur cette question ? Alors la présidente du CSP a déclaré dans la presse qu'il n'était pas encore question de toucher au programme de maternelle. Mais bon, je pense qu'avec Jean-Michel Blanquer aux commandes, on peut s'attendre à tout. Bon, mieux vaut rester sur nos gardes alors. Après les fêtes de fin d'année, même confinés, nos poches sont vides. Et ça tombe bien car le temps fort du mois de janvier, c'est bien sûr la grève du 26, pour la défense de nos salaires. Brendan nous arrive de la Somme avec sa chronique Sacré Salaire. Le 26 janvier prochain, Sud Éducation appelle avec l'intersyndicale de l'éducation à la grève pour une augmentation des salaires dans l'éducation nationale. En voilà une bonne occasion de se pencher sur ce que c'est que le salaire. Le salaire, c'est la somme qu'on touche sur son compte à la fin du mois. Tout le monde le sait. Bon, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que pour l'immense majorité des travailleurs et des travailleuses, ce qu'on touche à la fin du mois, c'est ce que notre employeur a été dans l'obligation de nous verser et qui nous permet de vivre. Mais on ne peut pas résumer le salaire à ça et on va voir pourquoi. Tout d'abord, les esprits chagrins vont me tomber sur le râble en expliquant que les fonctionnaires perçoivent un traitement, tandis que dans le secteur privé, on reçoit un salaire. Comme on entend les deux termes dans l'éducation nationale, l'occasion est toute trouvée pour une petite mise au point. Sous l'Ancien Régime, la plupart des emplois dans l'administration étaient des charges qu'on achetait ou dont on héritait. On pouvait recevoir une charge confiée par le roi, mais aussi des seigneurs sur leur terre, d'une commune quand elle s'administrait librement. En échange, le fonctionnaire, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, percevait une rente annuelle qui était parfois appelée le traitement. On trouve encore trace de ce caractère annuel dans le calcul du revenu des fonctionnaires, calculé à l'année en fonction de l'indice et de la valeur attribuée au point d'indice, puis divisé par 12 pour produire un revenu mensuel. Mais bon, c'est à peu près tout ce qu'il en reste. Le salaire, par contre, c'est très ancien. Une partie de la solde des légionnaires romains était versée en sel. Le sel à l'époque, c'est rare et précieux. C'est pas qu'un condiment, c'est le moyen privilégié de la conservation des aliments, en particulier de la viande. Petit à petit, le salarius, donc c'est-à-dire le salaire versé en sel, ne sera plus versé en nature, mais en monnaie. C'est ce qui explique qu'on retrouve le mot dans de nombreuses langues européennes, en français, mais aussi en espagnol, en italien, en catalan, en néerlandais. Pour résumer, le salaire au début, c'est le beurre dans les épinards. Progressivement, ça deviendra le beurre sans les épinards. Le terme désignera ensuite la récompense, puis progressivement sera utilisé pour la rémunération à la tâche.
Le bourgeois rémunère des paysans et des paysannes qui produisent de l'artisanat au fil quand les travaux des champs ne les occupent pas. Le problème du bourgeois, c'est que la production est très irrégulière. Les paysans et les paysannes, ces feignasses, préfèrent faire la fête et se reposer plutôt que de gagner une somme dont ils et elles ne pourront rien faire. Quand la somme récoltée est suffisante, on dit aux bourgeois de repasser une prochaine fois. La bourgeoisie, à partir du 18e, et ça va monter en puissance avec l'industrialisation naissante et progressive, va user d'une astuce. Si les paysans et paysannes n'ont pas d'autres revenus que les pièces qu'ils et elles produisent, on pourra les contraindre à produire toujours plus. C'est ainsi que les manufactures émergent. Les capitalistes construisent l'usine, y apportent progressivement de plus en plus d'équipements qui permettent d'accroître la production et invitent la main-d'œuvre à vivre sur place. Une fois le poisson ferré, plus de retour en arrière. Le patron pourra commencer à baisser le prix d'achat des pièces pour contraindre les ouvriers et les ouvrières à produire toujours plus, pour un salaire toujours plus faible. Le capitaliste, lui, loue la force de travail au prix le plus bas possible et revend au prix le plus haut possible. La différence, il se la met dans la poche. Les travailleuses et les travailleurs ne gagnent qu'une partie de la valeur de ce qu'ils produisent. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. Parfois, on dit que si on voit bien que c'est comme ça dans l'entreprise, il en va autrement dans le service public. Faut pas se tromper. L'école produit des travailleurs et des travailleuses qualifiés, et les capitalistes en veulent pour leur argent, le plus de qualifications possible, en payant le moins d'impôts possible. Les personnels de l'éducation nationale produisent un bien immatériel, la transmission et l'élaboration du savoir. Et si c'est l'État le patron, ça n'en est pas un employeur plus cool pour autant. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, au fond, ça se résume à ça, regagner ce que les capitalistes nous volent. Et grâce à nos mobilisations, on a récupéré beaucoup. Notre salaire, ce n'est pas que ce qu'on touche à la fin du mois, c'est aussi ce qu'on touche bien plus tard à la retraite, si on est privé d'emploi, si on est dans l'incapacité de travailler, si on doit élever nos enfants. Si vous regardez votre fiche de paye, vous vous apercevrez qu'en réalité, près de 50% de la somme que vous verse l'employeur en plus de votre net sert à verser du salaire dans le cadre d'un mécanisme de solidarité. La grève du 26, c'est l'occasion d'imposer nos revendications d'augmentation des salaires pour toutes et tous et de réduction des inégalités salariales, femmes-hommes notamment, qui persistent dans l'éducation nationale. C'est l'occasion, ensemble, de gagner de quoi mettre vraiment du beurre dans les épinards. Merci Brendan pour cet exposé piquant. On retrouve maintenant Théo, qui est parti à la rencontre de Maude de Sud Éducation 93 et avec qui il a parlé de la grève du 26 janvier prochain. Théo. Alors bonjour Maude, donc on est dans ton local syndical. On vient pour parler un petit peu de la décision d'augmentation des salaires du ministre Blanquer de 400 millions d'euros donc pour l'éducation nationale. Donc on rappelle que l'éducation nationale c'est quand même un peu plus d'1 million d'agents et d'agentes, ce qui fait en moyenne 29 euros brut par agent et agente. Bon, brut, c'est-à-dire pas grand-chose. De ce fait, il y a une grève qui est appelée par une intersyndicale éducation le 26 janvier, dont est membre Sud Éducation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a une grève le 26 janvier. Nous, on porte cette grève parce qu'on fait le constat d'un salaire qui baisse dans l'éducation nationale. En effet, le salaire des personnels de la fonction publique, je parle à la fois des titulaires et puis des contractuels, il est calculé à partir de la valeur attribuée au point d'indice. Et on fait le constat que depuis 25 ans, l'augmentation de la valeur du point d'indice a été inférieure à 21 fois l'inflation. Donc rapporté à la situation de 95, le salaire d'un professeur ou d'une professeure des écoles, d'un ou d'une certifiée, disons à l'échelon 5 par exemple, est plus bas de 551 € brut constant. Donc cette grève, elle intervient vraiment dans ce cadre de baisse des salaires. On pourrait dire, tu penses qu'on pourrait dire que la question des salaires, à ce titre-là, c'est une question aujourd'hui centrale pour les personnels de l'éducation nationale ? Tout à fait, c'est une question centrale parce que bon, déjà c'est la question de la rémunération de chacun de chacune, de la possibilité de pouvoir vivre correctement, se loger, manger. Voilà. Mais c'est également la question des inégalités de salaire qui persistent dans l'éducation nationale et qui sont aussi à l'image de celles qu'on retrouve dans notre société. Dans l'éducation nationale, il y a une grande échelle de salaires. Quand on parle des salaires, on va parler à la fois des AESH qui, faute de temps complet, ont des salaires partiels, mais on va aussi parler des certifiés, des PE, dont il faut dire que la grille salariale elle reste faible. Et la crise sanitaire qu'on a connue a montré l'utilité sociale de nos métiers. Et pourtant, on a des métiers qui sont beaucoup moins utiles, beaucoup moins utiles socialement. Je pense à tous les métiers, par exemple de la finance, de la pub, de la com, qui sont 2, 3 fois, 10 fois mieux payés. Alors, l'école a un rôle primordial dans notre société, alors il faut le reconnaître. Et il faut le reconnaître, y compris par le salaire. Et quand on parle de l'école, on ne parle pas que des enseignants, des enseignantes. On parle aussi des AESH, des AED, des CPE, des infirmiers, infirmières, des assistants, assistantes de services sociaux. Et d'ailleurs, sur ces personnels médico-sociaux, on remarque qu'on n'arrive pas à recruter dans l'éducation nationale des assistants de services sociaux parce que leurs salaires sont moindres dans l'éducation nationale
qu'à l'hôpital, par exemple. Et donc, il y a un gros problème de salaire dans l'éducation nationale qui aussi empêche ce recrutement. Bon, un problème de salaire dans l'éducation nationale, mais qui finalement est aussi un problème de salaire plus globalement dans la société. Hein. On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans la société, c'est une question centrale, cette question du salaire ? Bien sûr, je pense qu'on l'a tous et toutes vu pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Hein. Les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres ne cessent de s'accroître. On a quand même des chiffres qui sont assez parlants. En 2016, on a 5 millions de personnes qui vivent en France avec moins de 855 € par mois. Et parmi ces gens, il y a des personnels de l'éducation nationale. Donc nous n'acceptons pas ce mouvement général des gouvernements successifs qui consiste à faire des cadeaux au patronat, aux grosses fortunes, à faciliter leur développement en appauvrissant la population. Donc réclamer de meilleurs salaires pour les personnels de l'éducation, c'est une manière aussi de mieux répartir les richesses dans notre société. Et il faut réduire ces écarts de salaire dans l'éducation nationale et plus généralement dans la société. Et pour ça, il faut rehausser les bas salaires. Bon, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la question de l'inégalité ? Parce que l'éducation nationale, c'est quand même la République française, donc liberté, égalité, fraternité, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a de telles inégalités de salaire au sein même de l'éducation nationale ? Alors, on peut repérer dans l'éducation nationale des inégalités de salaire qui sont, à notre avis, d'abord des inégalités entre hommes et femmes. C'est-à-dire que ça peut paraître étonnant, hein, c'est comme tu le dis, oui, il y a des grilles salariales dans l'éducation nationale, il ne devrait pas y avoir d'inégalité. Et pourtant, il y a une grande inégalité de salaire entre les corps. C'est-à-dire que plus les métiers sont rémunérés, plus ils sont occupés par les hommes. Par exemple, quand on parle des personnels d'encadrement, 53% de ces personnels, ce sont des hommes. Eh bien, leur salaire moyen brut, par exemple d'un IEN, d'un inspecteur d'éducation nationale, en 2016, c'était 4 920 €. Par contre, quand on regarde les professeurs des écoles, qui sont bien moins rémunérés, avec 2 660 € bruts par mois, eh ben là, on retrouve 83% de femmes. Donc bien sûr que, en fait, ces inégalités de salaire entre les corps, ça crée des inégalités entre hommes et femmes. De la même façon, les temps partiels sont vraiment responsables d'inégalités. Parmi les temps partiels, il y a ceux qui sont imposés, les temps incomplets. On pense par exemple aux AESH, qui sont en grande majorité des femmes. Et puis il y a les temps partiels de droit. Et ça va être des temps partiels qui sont principalement demandés par les femmes pour prendre en charge le travail domestique. Donc l'éducation des enfants, les tâches du foyer. Donc ça c'est un deuxième point, les temps partiels. Et puis aussi, il y a cette politique de mise en œuvre de primes, d'heures supplémentaires. Et on voit que les hommes vont prendre beaucoup plus de responsabilités rémunérées. Les IMP, les HSA et puis les heures sup. On a des chiffres là-dessus par ailleurs. Les hommes enseignants gagnent en moyenne 245 € mensuels pour ces rémunérations supplémentaires, les heures sup, alors que les femmes, c'est 162 €. Donc, quand on sait qu'à la rentrée 2021, Jean-Michel Blanquer a prévu de supprimer 1800 postes et de les remplacer par des heures supplémentaires, on a une politique qui accroît les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes dans l'éducation nationale, parce que on va vers des suppressions de postes et on augmente les heures sup. C'est mathématique. Donc, ces inégalités entre hommes et femmes, elles sont criantes dans l'éducation nationale, alors même qu'on est un ministère avec 70% de femmes. Et elles sont faites, ces inégalités entre corps, ces inégalités entre statuts. Donc il faut agir sur ces éléments structurels qui font ces inégalités salariales pour les corriger. Oui, parce qu'on peut là clairement dire que ça ne va pas du tout sur la question des salaires. Mais du coup, quelles revendications on porte ? Qu'est-ce qu'on défend ? Alors, il y a des revendications immédiates à apporter qui pourraient être adoptées immédiatement. Je pense par exemple à l'abrogation du jour de carence. Voilà, ça c'est une perte sur le salaire. Les collègues sont pénalisés sur leur salaire parce qu'ils et elles sont malades. Ça c'est vraiment inadmissible. C'est une première revendication. Après, il y a des revendications qui sont plus de fond, mais qui pourraient être prises immédiatement. C'est l'indexation des salaires sur l'inflation, par exemple, pour garantir le maintien de vie des personnels. Ça va être l'intégration des primes et puis des indemnités au salaire. Car c'est aussi grâce au salaire brut que notre modèle de caisse de solidarité, notre modèle social est financé. Je pense à la retraite, à la sécurité sociale. Et puis, une augmentation significative des salaires qui pour nous doit être d'autant plus forte que le salaire de l'agent est bas. Parce que c'est ce type d'augmentation qui permettront de réduire les inégalités. Et puis, Sud Éducation fait partie d'une union interprofessionnelle solidaire
où on porte une augmentation du SMIC à 1 700 € net, et puis la titularisation, sans condition de concours ni de nationalité, de tous les personnels contractuels de l'EducNat. Ça veut dire des statuts avec un temps plein pour les AESH par exemple, pour les AED, pour tous les contractuels. Ça, c'est vraiment une nécessité si on veut en finir avec les bas salaires dans l'éducation. D'accord. Tu parlais de fond tout à l'heure, un peu plus sur le fond justement. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette idée selon laquelle augmenter les salaires permettrait au fond de réduire les inégalités salariales ? Oui, alors c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile à comprendre parce que c'est vrai que le traitement dans l'éducation nationale avec cette histoire de point d'indice, c'est toujours assez opaque pour les personnels. Mais en gros, quand le point d'indice augmente, ce qui est rare, hein, on le dit parce qu'il est quand même gelé jusqu'en 2022, mais quand le point d'indice augmente, on remarque que les plus gros salaires augmentent plus que les bas salaires. Donc, le dégel du point d'indice, il ne sera pas suffisant pour réduire les inégalités. Alors, il est nécessaire parce que voilà, il faut augmenter les salaires, mais comme il n'est pas indexé sur l'inflation, on remarque qu'à indice égal, les personnels ont quand même perdu quasiment 20% de leur salaire entre 1995 et aujourd'hui. Donc, il y a déjà une revalorisation de 20% des salaires qui est nécessaire, mais pour réduire les inégalités, il va aussi falloir revendiquer une augmentation, ce qu'on appelle inversement proportionnelle, c'est-à-dire que l'indice des salaires les plus bas doit augmenter plus que celui, par exemple, des IEN ou des recteurs d'académie, qui ont déjà des gros salaires. Ouais. Toutes les raisons, en fait, pour toutes et tous, d'être en grève le 26. Exactement, tous en grève le 26. Merci à tous les deux. Pour aller plus loin, une brochure sur les salaires est disponible sur le site de Sud Éducation, www.sudeducation.org. Et n'hésitez pas à contacter le site Sud Éducation de votre département. Tous les contacts sont sur le site. La vie scolaire s'est retrouvée en première ligne pendant la crise sanitaire. Le protocole bâclé de Blanquer a mis le feu aux poudres et les AED se sont mobilisés en masse. Pour nous en parler, Étienne de Sud Éducation Lorraine a recueilli les propos de Sophie, AED à Paris et militante à Sud Éducation. Début décembre, une mobilisation inédite des AED de l'éducation nationale a été marquée par la fermeture de très nombreuses vies scolaires avec des taux de grévistes records. On retrouve aujourd'hui Sophie, AED en collège. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, pour quelles raisons les AED ont été si massivement en grève le 1er décembre ? Je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte principalement. D'une part, le fait qu'on a un statut précaire, donc on a des contrats de 1 an renouvelables 6 fois. Au terme desquels rien n'est accordé aux AED qui ont fait leurs 6 années de bons et loyaux services. Ces contrats, on est donc payé au SMIC horaire. On a des semaines en temps plein de 41 heures en contact direct avec les élèves en permanence, ce qui est relativement épuisant. On n'a pas non plus le droit, par exemple, aux primes qui peuvent être accordées aux fonctionnaires ou assimilés. Donc typiquement pour les établissements d'enseignement prioritaire, on n'a pas le droit aux primes REP et REP+, qui sont quand même des très bons compléments de salaire. Puis après, comme beaucoup de jobs précaires, on subit du mépris de la hiérarchie, on n'est pas pris en compte, jamais dans les décisions. Donc ça, c'est pour le statut. Et puis là, il y a quand même eu un mouvement qui a été fortement porté par ce que nous a fait la crise sanitaire de fait et le fait que ça a renforcé des conditions qui sont déjà difficiles à tenir en temps normal, là avec les protocoles sanitaires, etc. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le contexte sanitaire a transformé ton métier d'assistante d'éducation ? Alors chronologiquement, il y a eu plusieurs phases. Donc le premier confinement où on est nombreux et nombreuses à avoir fait du télétravail alors qu'aucun décret ne stipule qu'on peut télétravailler et la manière dont on peut le faire. Donc il y avait peu de possibilités également pour nous de négocier des conditions de télétravail plus acceptables, des horaires. Donc des fois, on a des collègues qui recevaient des messages le week-end à n'importe quelle heure ou qui recevaient leurs ordres de mission pour le lendemain à 23h30, ce qui est juste pas acceptable dans une situation où tout le monde est en stress. Donc il y a eu ce moment de télétravail très flou où personne ne savait trop ce qui allait se passer et où on parlait en plus jamais de nous. Ça, on a un peu l'habitude, mais là du coup ça nous a pesé plus. Ensuite, il y a eu la reprise à partir du 11 mai où on s'est retrouvé à devoir appliquer des directives qui nous ont été données pour beaucoup la veille pour le lendemain, qui changeaient en permanence. Par exemple, dans l'établissement où j'étais, au départ, on devait avoir 8 élèves par salle de classe. Et puis ensuite, d'un coup, on a poussé les murs. Je ne sais pas de quelle manière, mais on s'est retrouvé avec 10, 12 élèves. Et ça respectait toujours le protocole sanitaire.
Et encore une fois, ces protocoles sanitaires, ils sont faits souvent, principalement par les directions, sans nous consulter, alors qu'il y a beaucoup de moments de vie scolaire, comme on les appelle, qui reposent sur notre travail. Donc ça a été mai-juin. Et pareil, on naviguait à vue. Et puis, depuis cette rentrée de septembre, et encore plus depuis la rentrée après les vacances de la Toussaint, donc là, c'est pareil, on a des protocoles sanitaires qui ont changé dans tous les sens. Un des gros moments de crispation, de tension qui est très épuisant pour nous, c'est le moment des temps de cantine. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des réfectoires où tous les élèves n'ont pas leur masque, ce qui est normal. Mais en fait, nous, on nous offre aucune protection supplémentaire. Comme tous les personnels de l'éducation nationale, on a eu ces fameux masques DIM dans des endroits où les élèves, de fait, étaient sans masque pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, avec les services en cumulé. Et donc, ces moments, on s'est retrouvés à faire des tâches qui ne sont pas non plus comprises dans nos contrats, comme la désinfection des tables, sachant que on dirait que tout le monde sait faire le ménage, mais en fait, le ménage en collectivité, le ménage dans des zones de repas, c'est pas n'importe quel ménage. Il y a des produits à utiliser, il faut le savoir, de certaines manières. C'est des produits qui peuvent être corrosifs. On se retrouve avec des blessures sur les mains, parce qu'on nous avait pas dit qu'il fallait mettre de gants et on nous les avait pas fournis les premiers jours. Donc il y a eu tous ces moments de tension et tout ça agrémenté de changements permanents dont on était très souvent prévenus à la dernière minute. Et ce qui s'est passé aussi à la rentrée de novembre, et ce qui a beaucoup agacé chez les AED, c'est qu'en lycée, il y a eu ces demi-groupes et que c'était aussi quelque chose que nous, on avait demandé en collège, parce qu'on ne voit pas la différence. En fait, on a des cantines pareilles, notamment dans les établissements de zone urbaine qui sont souvent assez restreints en termes d'espace. Donc en fait, tous ces moments-là, ils ont été improvisés. On n'a pas accédé aux demi-groupes, donc on avait vachement de monde. Nous, par exemple, les différents services, la mise en place de différents services, elle a eu lieu quasiment un mois après la rentrée de novembre. Donc c'est tout un tas de moments où on est complètement mis en danger sur notre lieu de travail et où en plus, on nous remercie à peine. Il y a aussi des nouveautés juridiques, de précarisation encore plus de statut dans le cadre de la crise sanitaire. Et j'ai 2 exemples là. On a eu la création d'une brigade mobile d'AED. Donc on ne savait pas trop bien si c'était pour remplacer les cas contacts ou pour remplacer les collègues en grève. Ça a été utile pour les deux. Mais en fait là on est face à des personnes du coup qui elles ont un statut extrêmement précaire, qui ne peuvent rien dire, qui sont affectées à des établissements la veille ou parfois peu avant, qui ne connaissent rien et qui sont balancés dans la fosse aux lions. Non pas que nos élèves soient des lions, mais quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Et donc voilà, on les balance, on les trimballe d'établissement à établissement en plein milieu de l'Académie de Paris. Et en plus, ils peuvent être vus comme des briseurs de grève par leurs autres collègues. Donc ça affecte encore plus les dynamiques de solidarité, qui sont un peu les choses qui nous font tenir au quotidien et particulièrement en ce moment. Et là, on a la création, depuis le début du mois de décembre, de contrats AED de 2 mois, donc de mieux en mieux, qui sont des contrats. Alors là, c'est pas tant pour remplacer les AED potentiellement malades, mais pour remplacer uniquement des profs malades. C'est-à-dire que c'est des demi-dotations horaires temps plein, donc c'est en gros des mi-temps sur une petite période, qui sont censés venir pour pouvoir surveiller les élèves en classe si le prof ne peut pas venir car peut contaminer, mais peut faire son cours en ligne. C'est comme ça qu'on nous le présente. Dans les faits, en fait, ils vont juste être intégrés aux équipes, pareil, en plein milieu d'année. Donc, en fait, ils sont lancés là-dedans et c'est des contrats extrêmement courts. Et eux, au bout de 2 mois, en fait, ils ont assez peu d'espoir d'avoir quelconque reconnaissance de ce qu'ils ont pu faire et du service rendu. Donc ça, c'est des moments de précarisation. Et on a un petit peu l'impression là que l'institution a mis le pied dans la porte ouverte qui est apportée par cette épidémie pour faire passer une précarisation supplémentaire et des possibilités en fait de, encore une fois, recourir à des pions. On revient à ce fameux statut de pion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le métier d'AED ? Nous, on s'occupe de tous les temps parascolaires pendant la journée d'école, mais plus en général plutôt de la journée de collège ou de lycée. C'est quoi ces temps parascolaires ? Et en fait, c'est tous les petits temps sociaux qui agrémentent le pourtour des heures de cours. Donc, il y a l'entrée des élèves, il y a également, bien sûr, les récréations, la cantine. Et on a toutes ces heures
pareil, un petit peu flou dans la tête des élèves, qui sont les heures de permanence et les heures de colle. On gère la vie scolaire, mais donc du coup aussi l'organisation de la vie collective. Et en fait, après en avoir parlé avec beaucoup de collègues, nous aussi on trouve qu'on enseigne. On enseigne d'autres choses, on enseigne apprendre à vivre en collectivité, apprendre à communiquer, apprendre à gérer ses émotions. Au collège par exemple, on est quand même dans une énorme phase transitoire entre l'âge enfant et vraiment l'adolescence qui amène vers l'âge adulte. Typiquement, ces questions de gestion d'émotions, on les a beaucoup. Et c'est des choses qui impactent profondément l'ambiance scolaire, le climat scolaire, comme on dit dans les textes, mais aussi la vie des élèves et leur capacité ensuite à se mettre au travail et à bénéficier des autres apprentissages. Donc voilà, nous, c'est vraiment tout ça qu'on fait. Et puis du coup, en fait, on sert un peu d'adulte relais entre les enfants, les élèves et les professeurs et l'administration, parce que vu qu'on a ce statut un petit peu particulier, on sert aussi un peu de confident. Et puis on est un peu des bouche-trous. De fait, on remplace les infirmiers et les infirmières quand ils ne sont pas là. On fait office de psychologue scolaire parce qu'en fait, il y en a très peu et clairement pas assez. Parfois, on fait aussi un travail d'assistante sociale, de fait, de conseiller et de conseillère d'orientation. En fait, c'est tous ces petits boulots-là de gestion du quotidien. Et ce qui fait que en fait, les lieux d'apprentissage ne sont pas que des lieux d'apprentissage, c'est aussi des lieux de vie pour les élèves. On dit souvent que les AED, comme les contractuels de l'éducation nationale, sont des personnels précaires. Tu l'as déjà en partie expliqué, mais est-ce que tu peux nous dire en quoi, en tant qu'AED, on se ressent comme précaire ? Alors, du coup, là-dessus, il y a l'objectif et le ressenti, on va dire. Objectivement, c'est un peu les conditions contractuelles que j'ai définies tout à l'heure. Ce qui est compliqué aussi, c'est que, sur cette histoire de CDD renouvelable, c'est qu'on a aussi toujours cette épée de Damoclès pendant l'année, parce qu'il y a cette fameuse période de juin, qui est la période des renouvellements, sachant que ces renouvellements, ils peuvent nous être annoncés jusqu'au dernier jour de classe, donc c'est souvent début juillet. Et donc en fait, nous, c'est toute une vie qu'on doit organiser aussi autour de ça, et qui dépend d'un renouvellement ou non. Et en fait, on n'a aucun moyen de mettre la pression aux directions des établissements. Donc en fait, on attend, on est dans l'expectative. Et ces moments de renouvellement, c'est aussi des moments où on a l'impression qu'on est jugé de manière plus ou moins objective. Il y a beaucoup de non-renouvellements qui sont de manière non dite, mais en fait des sanctions de jours de grève. L'année dernière, on en a eu énormément. Cette année, on a assisté à des énormes vagues de non-renouvellement. En fait, c'était beaucoup dû au mouvement de grève suite à la réforme des retraites. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on a l'impression d'être des éternels ados, pas vraiment des adultes et pas vraiment des professionnels non plus. Souvent, on valorise peu nos parcours, nos compétences spécifiques et qui on est, nos personnalités, dans les missions qu'on nous donne. Souvent, on nous appelle en disant « j'ai besoin d'un AED là, j'ai besoin d'un AED pour m'occuper de tel élève, etc. etc. » Alors que comme tout le monde, on est nombreuses à être étudiants à côté, par exemple. Donc on a des domaines de prédilection dans l'aide aux devoirs. C'est ça aussi la précarité. La précarité, c'est aussi le fait qu'on a l'impression que malgré des mois et des années de travail sérieux, où on doit se lever hyper tôt le matin, où on travaille aussi parfois pendant les vacances scolaires malgré ce qu'on pense, où on se retrouve à endosser des responsabilités pour lesquelles on n'a pas signé. Du coup, après ces années-là, en fait, il y a peu de choses. On n'a pas de validation des acquis de l'expérience qui découle. Alors que c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir après 6 ans à faire ce travail. On a une connaissance de l'institution, une connaissance de processus pédagogique, une connaissance même des manuels scolaires et des programmes qui est supérieure à, on va dire, une personne lambda qui n'a jamais travaillé dans l'éducation. Et en fait, ça, c'est pas du tout valorisé. Pareil en termes de formation. Ça, alors au niveau de la précarité, la formation, c'est-à-dire que moi, mais comme la majorité des AED, j'ai commencé, on m'a foutu les pieds dans le collège. C'est tout. On n'a pas de formation. Des fois, on arrive à obtenir des formations en cours d'année. On est souvent les derniers servis quand il y a des formations académiques, etc. On a peu le choix. C'est des formations qui sont parfois contradictoires avec nos horaires de cours, par exemple, et c'est pas réfléchi. Alors que les académies le savent, qu'on est nombreux et nombreuses à avoir des contrats étudiants. Donc c'est toutes ces petites choses. Et enfin, d'un point de vue subjectif, il y a aussi le fait que des fois on travaille dans des établissements scolaires, au bout de 6 mois on connaît toujours pas notre prénom. On est un tel avec les cheveux rouges, et ce genre de choses qui sont d'une grande violence. Le fait qu'on ne requiert pas
par exemple nos témoignages dans des conseils de discipline, alors qu'on apporte une autre vision des élèves. Le fait qu'il n'y a pas forcément énormément de CPE, par exemple, qui invitent les AED à venir avec des rendez-vous parents pour régler des histoires qui se sont passées et qui nous concernent. Donc c'est toutes ces petites choses-là. Avoir vraiment l'impression qu'on est des pions. Il y a des moments, ça se voit. Enfin, on nous donne des plans d'établissement et on nous dit, vous devez être là, 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 là. Et puis c'est tout. Et en fait, ça, c'est trop pour nous. Et parce qu'en plus, de fait, il y a un engagement émotionnel dans ce travail qui est pris par beaucoup d'entre nous, où en fait, on adore nos gosses, on a envie d'aider leur famille, on a envie qu'ils aillent bien et qu'ils aient, d'une manière ou d'une autre, qu'ils retirent quelque chose du contact avec nous, et que ça aussi, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Tu parlais tout à l'heure d'être pris et prise pour des pions. C'était l'un des slogans qu'on a beaucoup chanté le 1er décembre, et il y a une mobilisation qui se construit en janvier à l'appel de différents collectifs d'AED, à l'appel de syndicats également. Alors, quel rôle les collectifs et les syndicats peuvent jouer dans les combats à mener par les AED ? Alors, c'est large. Déjà, dans un sens, ces collectifs, ils permettent de mettre à mal un petit peu la précarité qu'on subit. Parce que cette précarité, elle fait aussi qu'on est extrêmement atomisé en tant que travailleurs et travailleuses. Notre équipe, elle est mouvante, elle change chaque année. Rares sont les personnes qui font toutes leurs années dans le même établissement pour diverses raisons. Et donc, c'est dur de créer des collectifs juste de paroles et d'individus et de personnes qui échangent des ressentis et qui s'entraident à travers ça pour trouver des meilleures solutions, des meilleures attitudes, pratiques, etc. Donc, ça casse ce côté-là de la précarisation, le côté atomisation. Et quand on a monté le collectif l'année dernière, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, en fait, on s'est rendu compte que la première AG qu'on a fait, c'était un énorme cercle de parole. Et on s'est retrouvés en fait, à avoir une AG extrêmement longue parce qu'on échangeait nos ressentis. Et ça paraît peut-être anecdotique, mais je pense qu'en fait, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien aux collègues aussi, qui sont dans des établissements, les petits établissements ou les lycées, où des fois les équipes sont de 2-3 personnes, où ils se voient très peu. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de créer du collectif autour, d'avoir des ressources, de des fois juste avoir des épaules sur lesquelles s'appuyer un peu quand ça va pas, quand on nous a mal parlé une énième fois. Donc voilà. Donc ça casse cet aspect psychologique et social lié à la précarité de notre emploi. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, après ce moment d'échange, de pratique, de ressenti et de vécu, en fait, on s'est rendu compte qu'on était nombreux et nombreuses à subir, à souffrir des mêmes choses. D'un manque de reconnaissance, mais aussi de paye de misère. Un loyer, c'est 500-600 euros. En fait, le mi-temps à 630 euros, c'est complexe, vraiment. Et on s'est rendu compte en discutant qu'on pouvait tomber d'accord sur déjà les choses qui n'allaient pas, et ensuite sur les solutions que nous on voyait. Et qu'en fait, personne ne nous demande jamais notre avis. Du coup, on est pas mal d'être ensemble pour s'interroger et pour trouver des solutions. Et donc ces collectifs, ils ont aussi permis du coup de mutualiser des forces et des connaissances. On a des collègues parfois qui font des études de droit par exemple, qui comprennent le droit du travail et qui peuvent nous aider. On a des collègues, qui font des études dans l'art et dans le graphisme et du coup qui font des super affiches pour partager sur les réseaux sociaux. Mais aussi du coup on se retrouve nombreux, on peut appeler d'autres vies scolaires, organiser des petites formations et se soutenir entre nous. C'est là où ça a vachement bien marché, les collectifs. Et puis nous, du coup, l'année dernière, on se retrouvait à faire des cortèges de surveillants. Et on n'avait jamais vu ça avant, enfin, de nous, notre expérience. Après, ça a peut-être existé. Et en fait, c'est aussi ces moments festifs et bon enfant, ça aide à faire des soupapes de décompression dans des emplois qui sont soumis à un stress parce que on travaille avec l'humain, donc l'humain c'est imprévisible et puis des fois l'humain ça pète des plombs. Ces collectifs nous ont vraiment aidés là-dedans et donc on a mutualisé nos ressources. Ce qu'on a pu faire, oui, c'est notamment des tours d'appel, essayer d'avoir des bonnes pratiques, de discuter entre nous, de se donner des conseils par rapport à des pratiques clairement abusives de direction. Et ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que cet isolement, des fois, nous faisait accepter des choses de la part de la direction ou d'autres collègues ou de CPE, etc., qui dépassaient, d'une part, un cadre humain, mais aussi, d'autre part, le code du travail. Mais en fait, quand on est seul, par exemple, les situations de harcèlement au travail sont difficiles à objectiver quand on est seul. Parce qu'il y a toujours ce moment où on va se remettre en cause et se dire « c'est moi qui dois me faire une histoire, c'est moi qui dois monter quelque chose dans ma tête, ça n'existe pas ». Et le regard des autres, ça aide aussi à s'assurer de ça. Et à se dire « si en fait, si c'est de l'abus ». Donc ces collectifs nous ont aidés à tout ça. Et puis, c'est aussi que, vu que c'est un travail précaire, on a quand même
peu de syndicalisation. En fait, je connais pas du tout le taux de syndicalisation des AED et je suis même pas sûre que le ministère le connaisse. Mais c'est très très faible, c'est extrêmement rare. Enfin, moi je sais que ça étonne vraiment les gens, mais à chaque fois quand je dis bah non, mais bien sûr que je suis syndiquée, parce qu'ils se disent mais pourquoi vous êtes syndiquée ? Enfin, je veux dire, vous allez rester là, ça va durer 2 ans, je comprends pas l'intérêt, tu veux même pas devenir prof après, pourquoi tu te prends la tête ? Oui, mais du coup, il y a aussi tout un tas de pratiques, de ressources et d'habitudes qu'on ne développe pas entre nous. Et vraiment, casser cette solitude, réfléchir à des solutions par le bas, prendre la parole qu'on refuse de nous donner, c'est tout ça que ça nous a apporté le collectif sur toute l'année dernière. Merci Sophie, c'est toujours enthousiasmant de voir qu'il y a des personnels qui se mobilisent et de mieux comprendre les revendications. Et on espère que la grève à partir du 19 janvier pour ce 2e round de mobilisation sera un succès. D'abord, je reconnais bien volontiers que cette question de l'exemplarité est peut-être source de malentendus, mais dissipons-le. Salut, avec nous aujourd'hui Bruno, mandaté juridique de la Fédération Sud Éducation, pour nous parler du devoir de réserve. Alors Bruno, est-ce que le devoir de réserve, ça existe pour les personnels d'éducation ? Bonjour. Alors avant d'aller en détail sur l'histoire du devoir de réserve, il convient de retracer un petit peu l'histoire du statut de la fonction publique et ce qu'a voulu en faire Anicet-Le Pors en 1983 lorsqu'il a défini le statut des fonctionnaires. Pour Anicet-Le Pors, le statut des fonctionnaires qu'il a créé avait pour but de tirer le fonctionnaire de sa situation de fonctionnaire sujet pour l'amener vers une situation de fonctionnaire citoyen. Et dans cette logique de fonctionnaire citoyen, il fallait d'abord donner des droits aux fonctionnaires avant de lui donner des obligations. Et c'est toute la logique de cette loi du 13 juillet 1983 qui a été de donner un certain nombre de droits aux fonctionnaires. Parmi ces droits sur lesquels il est important de revenir, il y a un certain nombre de questions et notamment du fait que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. C'est-à-dire que le fonctionnaire, lorsqu'il exerce sa fonction de fonctionnaire, quel qu'il soit, il a un devoir d'impartialité. Le service public s'adresse à l'ensemble des usagers. On ne peut donc pas faire de discrimination entre les usagers, que ce soit les usagers de n'importe quel service public et en premier lieu les usagers de l'école. Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est également tenu à l'obligation de neutralité. C'est-à-dire que le fonctionnaire ne peut pas faire de prosélytisme, quel qu'il soit, que ce soit du prosélytisme politique, du prosélytisme religieux, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Sa liberté d'opinion lui est garantie, mais un certain nombre de ses opinions relèvent de la sphère privée et n'ont pas à interférer dans l'exercice du métier. De même, le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de la laïcité. Donc, l'application de la stricte séparation entre la sphère publique et les églises, telles que définies dans la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Et donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une obligation de neutralité et de laïcité, mais qu'il n'y a pas de devoir de réserve, contrairement à ce que raconte le ministre. Alors, nous avons, dans l'exercice de nos fonctions, un devoir de discrétion professionnelle. C'est-à-dire que toutes les informations personnelles que nous avons à notre connaissance sur les usagers de l'école, que ce soit par exemple dans le cas d'un enseignant, toutes les informations qu'on connaît sur les familles, sur l'élève, des données personnelles, nous n'avons pas à en faire une communication large, pas de façon publique. Par contre, ce devoir de discrétion professionnelle, dans la mesure où il est partagé par nos collègues, dans le cadre notamment de la concertation entre les équipes enseignantes, nous pouvons partager entre nous, du fait de ce secret partagé, les informations dont les collègues ont besoin dans le cadre de l'exercice de leur métier d'enseignant et d'enseignante pour le bien de l'élève et pour tenir compte de certaines situations particulières. Il existe par contre des catégories de personnel qui sont soumises à un devoir de secret professionnel, notamment les assistantes sociales et secret médical pour les infirmiers et les infirmières scolaires. Ok, merci. Et du coup, ça veut dire qu'on peut dire ce qu'on pense de l'administration ou du ministère en manifestation ou en conseil d'administration ? Quand on est en manifestation ou en
conseil d'administration, le cadre est différent. Dans le cadre d'une manifestation qui va s'inscrire dans un cadre de mouvement de grève, à partir du moment où le fonctionnaire est gréviste, il est délié de ses obligations envers son employeur. Il a sa liberté d'expression. Dans le cadre d'une manifestation, il a le droit de reprendre des slogans qui pourraient par exemple demander la démission d'un ministre de l'Éducation nationale sans que ça puisse être considéré comme une faute professionnelle par son administration. Et du coup, pour le conseil d'administration, si on est élu représentant et qu'on critique l'administration ou son chef d'établissement en conseil ou sa chef d'établissement en conseil d'administration, est-ce que ça peut poser problème ? Dans le cadre du conseil d'administration, un personnel y est présent, pas en sa qualité d'enseignant ou d'enseignante ou de personnel de l'éducation nationale, mais en qualité d'élu représentant des personnels. À ce titre-là, il ou elle a une liberté de parole, une liberté d'expression qui dépasse ce qu'il peut faire dans le cadre de ses fonctions habituelles d'enseignant, d'enseignante ou de toute autre catégorie de personnel. Le devoir de réserve, pour en revenir à la question initiale, en réalité, Anicet-Le-Pors a toujours refusé de le définir dans la loi, d'en faire une obligation pour les fonctionnaires, parce qu'il pensait que ce n'était pas souhaitable. Et ce devoir de réserve, il a donc été défini par une construction jurisprudentielle extrêmement complexe, faite d'arrêts successifs du Conseil d'État, qui a retenu comme principe que le devoir de réserve ne s'appliquait qu'à des fonctionnaires investis d'une autorité, ce qui n'est pas notre cas. Nous n'organisons absolument pas le service d'enseignement, donc nous ne sommes pas soumis à ce devoir de réserve. Eh bien, merci Bruno. Du coup, on comprend, pas de devoir de réserve pour les personnels de l'éducation nationale. Dissipons-le. C'était LBD, le podcast de Sud Éducation, et d'ici la prochaine émission... Thank you.